Devenir marchand de biens ou promoteur, comment choisir? Bah écoute, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Déjà, je vais pas te réexpliquer ce que c'est un marchand, on l'a vu dans la vidéo précédente, je t'invite à y retourner si tu l'as pas faite, mais on va plutôt te parler qu'est-ce qu'un promoteur, ok? Parce que promoteur, on a toujours tendance à avoir la personne qui se fait plein d'argent parce qu'il construit des gros collectifs, etc. Mais avant tout, un promoteur, c'est un maître d'ouvrage avec des gros risques encourus. Ok? Et ça, on a souvent tendance à l'oublier parce que toujours pareil, hein, ceux qui prennent le plus de risques peuvent gagner le plus d'argent, mais peuvent aussi en perdre le plus, c'est comme ça. Et la première chose que regarde un promoteur, c'est bien sûr l'opportunité. Hein, encore une fois, on parle souvent, on fera une vidéo spécifique sur la frise ORP, mais surtout il va être dans la maîtrise de risque. Okay, parce qu'avant de passer à la phase projet, il y a une très grosse maîtrise de ses risques. Je t'expliquerai ensuite les 3 points importants à regarder entre le promoteur et le marchand, mais lui, il a une très grosse maîtrise des risques parce que les risques sont beaucoup plus importants qu'en tant que marchand. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cadre de ces risques, il a des investissements à faire. Alors je vais t'expliquer comment fonctionne rapidement un promoteur. Il a d'abord un service qu'on va appeler un service développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa recherche de foncier, toi en tant que marchand, c'est toi, tu as peut-être un assistant, une assistante avec toi, mais le promoteur, il a un gros service développement. Pourquoi? Parce que le développement d'une opération, c'est la recherche foncière, la modélisation, et aller jusqu'au compromis. Ensuite, tu vas avoir toute la phase montage, mais avant ça, donc, toute cette recherche, elle coûte de l'argent. C'est énormément de temps et d'énergie parce que faut que tu mettes d'accord souvent plusieurs acquéreurs, plusieurs vendeurs, pardon, parce que tu vas réunir 1, 2, 3 maisons pour faire un programme immobilier. Il faut que tu sois d'accord avec la mairie, il faut que tu sois en accord avec l'agglomération si besoin, et du coup ça demande beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est le premier sujet où c'est de l'investissement qui est à perte. On dit que pour une affaire traitée, il y a 40 affaires d'analyser en tant que promoteur. Donc t'imagines le ratio qui est énorme et le nombre de personnes qu'il faut pour cette phase développement. Ensuite, en face de ça, tu vas passer à la phase montage. La phase montage, ça veut dire comment que tu as validé, tu es sous compromis, ok, tu as une promesse de 24 mois pour réitérer l'achat des biens. Et donc pendant cette période, tu dois monter l'opération, c'est-à-dire faire le permis de construire, faire le DCE, dossier de consultation des entreprises, consulter les entreprises, obtenir ta garantie de futur d'achèvement, okay, c'est-à-dire que en gros il y a une banque qui garantit que le promoteur va bien finir l'opération, et pour ça du coup il faut avoir commercialisé l'opération, okay, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait plus de 50% de ventes, hein, généralement entre 50 et 70% pour obtenir cette GFA, cette garantie future d'achèvement. C'est-à-dire qu'en gros la banque, encore une fois, qui prend peu de risques, hein, qui est toujours pareil, te prête l'argent, mais te dit, vu que tu as entre 50 et 70% de pré-commercialisation, plus 10 à 15% d'apport, globalement, ils prennent pas trop de risques, parce qu'après, le reste, c'est de la marge. Donc, ils vont pouvoir finir l'opération, quitte à ce qu'il n'y ait pas de marge. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette phase montage, encore une fois, le promoteur, il peut poser un PC, un permis de construire, sur une opération de 50 logements, tu peux vite tourner aux alentours des 50, 60, 70 000 euros, ok, pour juste le permis de construire, mais tu as bien compris que tu n'es toujours pas sûr d'aller à la fin de l'opération, le permis de construire il peut être attaqué, donc tu peux avoir des dommages et intérêts à donner pour des servitudes de vue, parce que, je sais pas, pour X raison, la personne qui est derrière dit que la promotion qui est en face dévalue son bien. Ok, donc c'était très à la mode à un moment, et la loi a changé, donc les promoteurs ont le droit de se retourner justement contre les recours abusifs, et c'est en train de baisser, mais heureusement, mais bon, en tout cas c'est toujours le cas. Ensuite, tu as toute la partie finance à monter. Bon, un promoteur établi, il n'a pas de problème de financement, hein, sinon il ne se lance pas, mais toi, quand tu veux te lancer en tant que promoteur et que c'est tes premiers, tu n'es pas sûr d'avoir le financement, encore une fois. Donc souvent aussi, on parle souvent d'association, mais il faut peut-être partir en copromotion, hein, pour s'assurer du financement. Et ensuite, une fois que toute cette partie dev, montage, on va dire tout est fait, il faut que tu commercialises. Est-ce que tu vas commercialiser pile à ton prix? Est-ce que tu vas avoir la marge? Donc la banque, elle aura la certitude que ça marche. D'où les compétences qu'il faut avoir. C'est-à-dire que là, tu peux pas dire je me trompe, tu vas en marchand de biens, on va dire je vais faire 20%, donc je mesure mon risque,
Donc si je baisse mon prix de 5%, je ferai encore 15%. Mais on va parler après des niveaux de marge des promoteurs, tu verras, et que c'est plus compliqué en tant que promoteur. Et puis bon, on va dire que tout ça, ça s'est bien passé, tu as commercialisé, c'est ok. On dit souvent, le promoteur dit qu'il a fait entre 60 et 70% de son opération quand il démarre les travaux. Alors ça te paraît fou sûrement parce que tu te dis, bah, l'opération n'est pas finie, il faut encore tout construire et tout. Ouais, mais eux, ils ont tellement levé de risques jusqu'à ce moment-là, c'est qu'au moment où ils partent en travaux, ils ont un aléa sur leur coût qui va être de l'ordre de 5% sur le coût travaux. Sur le coût travaux, donc en fait, dans leur bilan économique, ça n'a pas un impact majeur, si tu veux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ils portent quand même encore de nouveaux risques. Le risque des sols, parce que tu peux avoir fait toutes les études de sol que tu veux. Au moment où, peut-être dans ta phase de compromis, le promoteur va mettre que si les sols sont pollués, si on est obligé d'aller, que les sols sont pas bons, c'est-à-dire, j'essaie de trouver un mot pas trop technique, mais qu'au lieu de faire des fondations superficielles, c'est-à-dire d'aller chercher le sol à moins 50, on va le chercher par exemple à moins 5 mètres, bah, tu comprends bien qu'entre le moins 50 et moins 5 mètres, il y a du béton, tu vois, pour aller le chercher. Et ça, l'entreprise de gros œuvres ne t'en fait pas cadeau, c'est toi, promoteur, qui paye. Donc, des moments, ton premier rapport de sol te permet d'acheter, puis tu démarres, puis tu te rends compte que non, le rapport de sol établi devant, qui était un rapport provisoire, un avant-projet, et bien le rapport de sol projet te montre qu'il faut descendre. Et là, tu n'as plus le choix, tu as acheté le terrain. Ok, donc là, tu es parti, tu descends plus bas. C'est une première... et c'est tout de suite, par contre, des grosses sommes, si tu veux. Il n'y a pas... tu vois, d'ailleurs, que tu sois sur un immeuble de 15 lots ou un immeuble de 25 lots, la grosse somme, elle est là. C'est-à-dire que sur les petits projets, ça te coûte quand même très cher. Tu vois, ça c'est important à savoir. Parce que surtout sur les collectifs, tu imagines que ton sous-sol, qui soit pour 15-25 lots, il n'y a pas une énorme différence. Par contre, les fondations qui sont en dessous, c'est les mêmes. Approximativement, on ne peut pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, tu as cette première démarche, ça peut être pollué, malgré que au départ les rapports montraient que c'était pas pollué. Tu as les voisins, parce que du coup tu vas faire ce qu'on appelle un référé préventif, où tu vas engager les entreprises, mais bon, à un moment, tout le monde arrive toujours à se défendre, et toi en tant que promoteur, tu peux être aussi attaqué sur des fissures qui peuvent être arrivées, enfin sur tout un tas de sujets problématiques avec les voisins. Et tu as toujours le risque aussi des entreprises. En ce moment, les entreprises du BTP ne vont pas tous bien, et il y a quand même pas mal de dépôts de bilan. Il y a eu le problème du Covid qui est arrivé, les délais rallongés de tous les chantiers de 6 à 9 mois. Moi, comme tu sais, je suis maître d'œuvre d'exécution de base, donc c'est vraiment quelque chose qu'on pratique au jour le jour, et je peux t'assurer que... je ne vais pas dire que c'est un chantier sur deux où on a des problèmes de délai de dépôt d'entreprise qui coûtent de l'argent au promoteur, mais c'est très récurrent. Si c'est pas 1 sur 2, c'est au moins 1 sur 3. Ok, donc tout de suite, tu vois, c'est des travaux supplémentaires qui sont impactés sur ce coût de travaux, et très vite, tu remets de l'eau au moulin, et puis la marge, elle baisse. Donc, encore une fois, je te parlais d'opportunité, risque et le projet. Et du coup, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant toute la phase de cette opération, le promoteur prend des risques importants. Ok, donc, c'est pas dire c'est pas rentable, il faut pas faire. C'est juste dire qu'il faut avoir conscience que tout le monde peut devenir marchand de biens, mais tout le monde ne peut pas devenir promoteur. C'est-à-dire que la phase où on se dit, en tant que marchand de biens, je vais démarrer petit, j'ai pas trop de fonds propres, je vais y aller, je vais démarrer par un studio, tu vois, à 40, 50 000 balles, etc. Tout le monde peut le faire. En toute honnêteté, même si tu as 0 sur ton compte bancaire, tu peux démarrer en tant que marchand de biens, tu trouveras les leviers qui vont bien, etc. Par contre, tu veux démarrer en tant que promoteur, je peux t'assurer que non. Parce que les banques, alors hormis pareil, si t'as l'autofinancement, si t'as quelqu'un qui vient t'amener beaucoup d'argent, mais t'imagines la crédibilité, qui est l'investisseur qui va venir s'adosser à toi alors que tu n'as jamais fait de promotion pour te donner énormément de leviers. Moi, clairement, c'est un risque que je ne prendrais pas. Parce que tout ce que je viens de t'expliquer auparavant, c'est-à-dire que tu vois bien que les risques portés sont tellement importants qu'une opération qui doit tourner. Alors justement, on va arriver au niveau de marge et au premier sujet que je trouve important à discuter entre le marchand, c'est la taille des projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, en marchand, on en a parlé régulièrement, 20% d'apport, 20% de marge. En promotion, c'est différent. On va te demander, grossièrement, entre 10 et 15% ou d'avoir acheté le foncier, ok, pour aller chercher, en face de ça, 15% de marge, ok, alors, ou plutôt 15% de cash flow. Parce que, en tant que marchand, tu fais une opération d'1 million pour aller chercher 200 000 euros de résultat. On a bien compris que tout seul, tu étais capable de le gérer si tu restais focus dessus. Avec tout ce que je viens de te citer avant là, pour le promoteur, je peux t'assurer que gérer tout ça tout seul, c'est compliqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas vite avoir des équipes. Et donc,
on va appliquer ce qu'on appelle des frais de gestion sur ce cash flow, qui varient entre 5 et 7% suivant les promoteurs. Okay, les gros promoteurs vont appliquer 7% parce qu'ils ont des grosses charges de structurelles, etc. Un peu de marge arrière aussi. Et les petits promoteurs vont appliquer 5%. Donc ça veut dire que, et 5% c'est le coût des gens qui bossent pour réaliser l'opération. Donc c'est pas, c'est pas du fictif. Donc ça veut dire que la vraie marge elle est de 10%. Donc tous les risques que je viens de te donner avant, pour aller chercher 10%. Donc tu mets en gros 15% d'apport, pour aller chercher 10%, tu te dis, ça commence à être compliqué. Là on parle en pourcentage. Et c'est là où je voulais en arriver, c'est que du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es preneur? C'est aller chercher des pourcentages de marge. Et d'ailleurs, les banques le disent, et tous les promoteurs établis le disent, c'est-à-dire que sur des petites tailles d'opération, il faut aller chercher minimum 25% de marge en tant que promoteur. Pourquoi? Parce que le pourcentage appliqué sur ton montant par rapport à ton risque, et là on va arriver sur un truc que j'aime pas parler en marchand, mais en promoteur tu es obligé de le dire, c'est qu'il y a un montant financier qui est important pour pas que tu fasses un chèque à la fin de l'opération. Je sais pas si tu m'as suivi, mais en gros, en tant que marchand, un projet d'1 million, tu fais 200 000 euros de marge, tu as un risque porté de 20 000 balles, ou de 50 000. Ok, donc au pire tu feras 150 000, ou au pire tu feras 100 000. Tu vois, et 100 000, ça s'est vraiment très mal passé. Parce que tes coefficients de sécurité, etc. En tant que promoteur, avec tout ce que je t'ai identifié avant, ta phase de développement, comment ton montage, le fait que tu puisses te faire attaquer, le fait qu'en construction on puisse t'emmerder, les travaux supplémentaires, ton maître d'œuvre qui a mal géré les choses, tout un tas de choses. Pour 1 million, 1 million de chiffre d'affaires, tu vas être à 15%, donc tu dois gagner que 150 000, sauf que juste un problème de fondation peut te coûter 100 000. Et t'as pas fini l'opération, t'es juste au début, t'es en train de construire tout en bas. Donc en fait, même si on parle en pourcentage, parce que c'est important, c'est qu'il y a des masses financières qui t'amènent à dire, la promotion, tu peux pas démarrer par petit, sauf s'il y a beaucoup de marge, ce qui est compliqué à faire, et donc du coup, parce que les risques portés sont trop importants, et tu peux t'amener à faire un chèque à la fin de l'opération. Attention, moi je travaille pour des promoteurs, et j'ai sur 4-5 opérations, ça leur arrive d'avoir 1 ou 2 opérations qui finissent à 0 ou même en négatif. Donc on n'est pas en train de dire, ça n'arrive jamais, quoi, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, ça veut dire que il faut passer à des opérations plus grosses. Donc, au lieu d'aller à 1 million, tu vas aller sur du 5 millions. Tu vois, on dit souvent que c'est au-delà de 4 millions que les opérations. Du coup, tu vas 4 millions à 15%, tu vas être sur 600 000. Tu es en capacité d'absorber un peu de risque. Tu vois, tu te dis, c'est OK. Sauf que là, c'est le problème, c'est la banque. C'est-à-dire qu'en tant que promoteur, pour aller chercher un truc à 4 millions, la banque, elle va te regarder, vous n'avez pas le savoir-faire, je prends un risque à 4 millions, avec tous les risques qu'il y a, même si, voilà, tu te dis, je me suis entouré d'un bon maître d'œuvre, j'ai pris un AMO, j'ai machin, mais bon, la banque, elle va demander des garanties, et pour obtenir la garantie future d'achèvement, il te demande aussi de l'expérience. Et donc, en fait, c'est là où souvent, tu es obligé, du coup, d'aller sur plus gros et de t'adosser à un promoteur pour commencer ce métier. Ok, c'est clair pour toi ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, que les risques portés en marchand sont moins importants qu'en tant que promoteur. Les marges en tant que marchand du coup sont un poil important, c'est le troisième sujet. Et surtout les banques risquent de te bloquer parce que tu es obligé d'aller sur plus gros sauf que tu n'es pas prêt. Alors c'est une équation qui est très difficile à comprendre et surtout à mettre en place. En fait, c'est l'ego, et je l'ai eu, et des moments j'ai encore ce travers, c'est de dire, faut que je fasse une promotion, quoi. Faut que je la fasse cette promotion, tu sais, c'est le truc, promoteur, c'est le Graal de l'immobilier, alors que, oui, peut-être, fondamentalement, avec tout ce que je viens de t'expliquer avant, il te faut une vraie compétence, en fait. C'est pas juste, je me lance, j'ai trouvé une belle affaire, etc. C'est loin de ça, et les promoteurs le savent bien, et d'ailleurs, ils t'écartent souvent du projet, et tu prends une com d'apporteur d'affaires, et tu t'en vas. Mais il faut bien comprendre que, justement, quand tu veux y aller, l'investissement de base, avant de pouvoir y aller, et c'est le deuxième point que je voulais te partager, et te donner quelques chiffres en face de ça, c'est que tu vas avoir toute la phase de développement de la personne, puis en plus de ça, tu vas avoir tous les honoraires à payer. Mais t'es pas sûr d'aller au bout. Alors les grands promoteurs qui sont là depuis longtemps, bien sûr, qui se lancent pas, ils ont analysé le risque, ils savent qu'ils vont y aller, mais toi qui te lances, on est en train de parler à toi, qui veut dire, je passe de marchand à promoteur, est-ce que j'ai la certitude de bien aller au bout, etc. C'est pas forcément sûr, tu te testes encore une fois à ton marché. Donc quand tu te testes en tant que marchand,
ça va, tu poses un PC à 4000 balles avec le petit archi du coin, juste pour faire 3 bouts de façade et revendre, c'est ok. Là, tu vas poser des zonos, c'est souvent, en gros, hein, 3% du prix du coût de construction, les honoraires de conception. Ça veut dire quoi? Entre 3 et 4% d'ailleurs. 3% de 4 millions, t'as posé 120 000 euros, t'es pas sûr d'aller au bout. En tout cas, t'es pas sûr de faire une belle opération. Tu vois, donc c'est-à-dire que tu t'as pas acheté le terrain, t'es déjà en train de dépenser de l'argent, tu récupéreras au moment du financement, etc. Mais ta courbe de trésorerie, elle est négative pour un truc que t'es pas sûr. Donc t'imagines la quantité de fonds propres qu'il faut avoir. C'est vraiment là-dessus que je voulais dire. Et en plus, donc l'apport, il est peut-être un peu moindre, hein, je te disais 15% pour 10%, mais donc la marge, elle est pas folle en face. Mais en plus de ça, tu sais, le portage, il est au moins de 18 mois, tu vois, parce qu'en fait, c'est la queue d'opération qui va te rapporter tes fonds. Donc tu vas être plutôt à 24 mois, tu vois, si tu prends encore une fois, la gestion, ça se fait en mode défaitiste, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, pessimiste, c'est-à-dire que tu vas te dire, en tant que promoteur, je dois acheter un terrain qui va me coûter en gros 15% de l'opération, pour aller chercher 10% au bout de 24 mois, donc 5% par an, ok, c'est ça le débat. Et en plus de ça, je vais avoir mis de la trésor avant d'acheter, pour m'assurer d'aller au bout du projet. Alors tu vas te les faire rembourser, mais du coup, le portage, il est presque encore plus long quand tu y réfléchis bien. C'est que ce serait plus que 24 mois, ce serait presque sur 36 mois. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut vraiment en avoir conscience. Alors qu'à l'inverse, en marchant, tu vas faire 20% d'apport, ok, l'apport est plus important, mais tu fais 20% de marge à horizon 6-12 mois. C'est-à-dire que, du coup, en pleine comparaison, si je te le montre, hein, c'est 20% d'apport, 20% de marge l'année en tant que marchand, ok. Et en tant que promoteur, c'est 15% d'apport et 5% de marge par an. C'est fou, hein. Alors par contre, tu payes un staff, tu te structures, etc. Souvent, en fait, les boîtes de marchands, les boîtes de promotion, pardon, ont démarré en tant que marchand. On démarré, en tout cas, on fait du marchand de biens, etc. Parce que ben voilà, c'est rémunérateur, etc. On arrive au troisième sujet qui va plutôt cette fois pencher en la faveur du promoteur, c'est la visibilité et les montants en fait d'opération. C'est-à-dire qu'en fait, un promoteur, il a X millions de fonds propres, il émet et il a une visibilité, on vient de se le dire. En gros, il a du stock, il peut presque acheter du terrain avec du stock, il investit ses fonds propres et il peut dire dans 36 mois, je vais faire tant de résultats. Et ça, c'est une vraie visibilité, c'est souvent des boîtes qui ont des actionnaires, qui ont besoin de montrer où est-ce qu'ils en sont, etc. Et une tranquillité d'esprit, c'est-à-dire que tu as le temps d'actionner sur les leviers, etc. Tandis qu'en tant que marchand, si tu débouques toutes tes opérations en 6 mois, c'est-à-dire tous les 6 mois, tu es reparti à la bataille, tu vois. Et tu es obligé d'avoir un flux constant d'opérations pour maîtriser la chose. Alors tu fais plus de marge, tu vas me dire, donc c'est ok en fait. Mais les deux se valent, et en fait, ce qui se passe régulièrement, pour en avoir discuté avec des marchands qui se sont transformés promoteurs, c'est que au démarrage, tu as besoin de faire de l'argent, tout simplement, hein, de gagner en crédibilité. Tu fais du marchand, tu grimpes. Petit à petit, tu te diversifies en promotion pour avoir une belle visibilité sur plusieurs années sur ta boîte, pouvoir rassurer ton banquier, même toi, pouvoir commencer à avoir une certaine tranquillité. Ok, une fois que tes fonds propres te le permettent, tu alloues une partie au marchand, une partie à la promotion. Et puis, petit à petit, tu te structures. En fait, tu as la structuration qui te permet d'aller chercher la promotion régulièrement. Et sauf que là, tu te rends compte que la structure, elle est plus sereine. En fait, t'es mieux de baisser encore une fois ta détection, pour avoir une visibilité. Parce que au sein d'une entreprise, ce que tu cherches, c'est quoi? C'est de la stabilité, de la visibilité et de la performance. Et en fait, de temps en temps, tu iras faire un coup de marchand en tant qu'opportuniste, et tu mettras plus une stratégie, tu vois, en tant que telle, ou alors tu auras une petite structure marchand qui ira chercher l'opportunité, puis par contre tu auras une vraie structure à côté qui te permet de voir long terme. Le premier sujet que je vous ai donné, c'est la taille des projets. Ok, c'est en tant que marchand, tu peux démarrer par petit, en tant que promoteur, tu es tout de suite obligé d'aller gros par rapport au risque porté. Ok. Le deuxième sujet, ça va être l'investissement qui est à faire avant même d'être sûr d'aller au bout. C'est-à-dire qui est beaucoup plus important, encore une fois, en promoteur qu'en marchand. Okay. Et le troisième chose, c'est l'investissement et la durée de portage par rapport à une visibilité. T'es ok, t'es pas ok avec ça, c'est un état de fait, mais simplement, il faut juste le savoir et prendre sa décision. Donc,
tout ça pour conclure que, encore une fois, il n'y a pas de vérité, on parle d'entrepreneuriat, il y a des phases hein, où tu en es, il y a des gens qui démarrent direct promoteurs parce qu'ils ont tout de suite de très gros fonds propres et qui disent j'investis, j'arrive avec 20 millions de fonds propres, j'investis 1,5 million pendant 2 ans pour aller chercher une rentabilité à horizon de 4-5 ans. Tu vois, ça c'est ok, encore une fois, c'est une stratégie parce qu'après ça fonctionne. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, et si tu es là, si tu m'écoutes, c'est que tu es marchand, tu rêves sûrement être promoteur, tu veux y aller parce que c'est l'ego qui parle. Par contre, sache que les risques portés sont plus importants, qu'il faut absolument s'entourer, et que ta stratégie, elle doit être d'aller chercher une visibilité et des montants de marge plus importants, mais sache que ta rentabilité nette sera plus basse. Bah écoute, si tu veux plus d'informations là-dessus, continue à me suivre sur mes newsletters parce que je pense que très prochainement j'ai une opération qui sortira, qui est dans les tuyaux. Je t'en partagerai l'avancement. Donc bah écoute, inscris-toi à la chaîne YouTube et puis je te laisse prendre note pour la newsletter. À très bientôt.